Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, je m'installe. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors tout d'abord, un grand merci donc, pour cette invitation. Pour revenir sur ce site-ci, c'est toujours un grand plaisir. Alors, voici, donc on m'a demandé comme exercice aujourd'hui de présenter le projet Behind the Museum et son aspect dans la valorisation du patrimoine industriel. Donc je vais essayer de me focaliser là-dessus en fin de présentation. Donc voilà, comme vous le voyez, moi c'est Romain Jacquet, donc je suis chargé de projet et formateur TIC chez Musée Société en Wallonie. Donc MSW en fait c'est une ASBL, c'est la Fédération des musées wallonnes. Nous sommes une petite équipe dans cette association, nous sommes 7. Alors ici, donc Behind the Museum, rentrons dans le concret. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être attendre que les cloches arrêtent. Donc Behind, c'est une plateforme web qui est visitable gratuitement via le lien que vous voyez. Donc cette plateforme web, donc elle permet en fait en Wallonie de découvrir 23 musées, mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir les coulisses des 23 musées. Donc on peut découvrir ces coulisses de 3 manières différentes. Vous le voyez, je vous les liste ici, je vais vous les présenter en détail par la suite. Donc la première manière, la première façon de découvrir ces musées, c'est via des visites virtuelles. Alors la seconde manière, c'est via des interviews inédites que je fais. Donc je me rends dans chaque musée et je fais des interviews du personnel des musées. Et la troisième, c'est une photothèque de pièces de collection. Donc la première, les visites virtuelles. Donc ici, le but, comme je vous l'ai dit, c'est de découvrir donc, les coulisses. Et donc on se rend dans les musées et je numérise en fait les espaces qui sont inaccessibles au public. Quand je dis inaccessibles, ce sont des bureaux, ce sont des réserves, donc ce sont des lieux de travail qui ne sont normalement pas ouverts au public. Des ateliers de conservation aussi. Parfois, j'ai numérisé à la Maison du patrimoine médiéval Mozan, le dernier étage réservé à la direction, il est sous des combes, c'est un lieu qu'il est intéressant de valoriser, mais qui n'est jamais accessible. Donc ici à gauche, donc, sur votre gauche, vous voyez effectivement donc, les réserves du musée de la photographie, donc, qui sont des lieux extrêmement intéressants et à nouveau pas accessibles au public. Et comme vous voyez, il y a des petites bulles qui sont situées, donc vous voyez une bulle mauve. C'est des contenus, je reviendrai par la suite, mais l'intérêt évidemment de ces visites, c'est d'amener des contenus qu'on ne trouve pas lors des visites physiques, on va le dire. Alors sur la droite, vous avez donc le belvédère du Grand Ornu, qui est un endroit ici, donc qui n'est pas accessible au public pour des raisons probablement, je suppose que c'est dangereux de monter via l'escalier ou ce genre de choses, mais c'est un lieu qui nécessite et qui mérite vraiment d'être valorisé. Donc on a décidé, avec le musée en tout cas, avec le CID et le Grand Ornu, de choisir cet espace et de le digitaliser. Alors on valorise aussi des espaces qui sont dits peu accessibles, c'est-à-dire des espaces comme la réserve du Solvant, donc à la ville de Verviers, qui n'est ouverte en fait que sur réservation ou lors des journées du patrimoine. Donc les réserves du Solvant, c'est les collections de machines textiles de la révolution industrielle, mais aussi jusqu'aux années probablement au XXe siècle, passé XXe siècle, de la ville de Verviers, mais c'est des collections aussi qui appartiennent à la WAP, et je sais bien que la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, dans le bâtiment, a une certaine gérance. C'est un lieu qui a une accessibilité qui n'est pas évidente pour tous les publics. Et donc voilà, là on a décidé de le valoriser à la demande du musée donc, de la ville de Verviers pour pouvoir le mettre sur Internet, mais aussi pour pouvoir montrer les bénévoles qui y travaillent. Et donc moi, c'était aussi un point important, c'est qu'on peut montrer donc, les métiers des gens qui travaillent sur place, et les bénévoles, ce qui est important, c'est que là-bas, ça reste les dernières personnes qui savent encore utiliser ces machines et aussi les restaurer. Donc ça, c'est extrêmement important de sauvegarder leur savoir-faire et de valoriser pour eux-mêmes leur métier et leur aide bénévole du coup. Alors à droite, j'ai pris l'exemple des minières néolithiques de Spienne, qui ne sont pas un site industriel comme on pourrait l'entendre, comme celui-ci par exemple, mais il a eu un rôle industriel donc, dans la sédentarisation de l'homme, donc je l'ai pris comme exemple. Et ces mines-là, il faut descendre sous 8 mètres sous terre,
et on y descend par une échelle. Donc vous imaginez déjà les soucis d'accessibilité pour certains types de publics. Ici, c'est assez intéressant de les valoriser aussi. On valorise, donc on digitalise aussi des expositions temporaires qui sont dites terminées. Donc là, le but, une fois que l'exposition, ici que vous voyez, le charbon, que vous allez probablement visiter lors du colloque, l'exposition au charbon, lorsqu'elle sera terminée ici, que le public ne pourra pas la visiter, je vais dire en vrai, en physique, elle sera mise sur Internet, avec à nouveau des contenus qui compléteront la visite physique. Enfin, je digitalise des espaces qui sont amenés à être modifiés ou à disparaître. Et ici, donc, j'ai pris l'exemple de l'Aquarium Museum de l'Université de Liège. Pourquoi? Parce que l'aquarium va être en travaux dans peu de temps, s'il n'est déjà maintenant en travaux. Et le muséum disposait d'une muséographie des années 60, 70, donc vraiment l'ancienne manière de présenter des collections universitaires. Et ici, donc, pour raison d'obligation en termes de visite et de besoins du public, il y a des choix qui ont été opérés et cette muséographie va probablement disparaître. Donc ici, il y a un intérêt aussi à sauvegarder donc, digitalement, sous forme d'archives numériques, une muséographie qui pourrait intéresser probablement les chercheurs par la suite. Alors, je ne sais pas si on a le son. Donc la deuxième manière, après ces visites virtuelles, c'est, je vous l'ai dit, c'est les interviews. Donc pour moi, au-delà de l'utilisation de la technologie, donc du 3D, moi c'est un point qui m'importe vraiment beaucoup, c'est d'essayer de valoriser l'homme. Et du coup, dans ces interviews, lorsque je me rends sur place, on essaye d'identifier donc par musée, on va dire, des métiers spécifiques qui mériteraient d'être mis en valeur. Certains musées vont me demander, comme ici au Solvant, ou ça a été le cas aussi au musée du folklore de Tournai, on m'a dit moi j'aimerais bien mettre en avant mes bénévoles justement parce que je considère que ces personnes-là font un travail incroyable mais sont jamais mis en avant ou sont jamais sur le devant de la scène. J'ai valorisé aussi du personnel d'accueil, j'aimerais bien faire des interviews aussi du personnel nettoyant parce que je considère aussi qu'ils sont extrêmement importants pour ces musées, dans le fonctionnement de ces musées. Alors, en plus de l'humain, j'essaye de montrer aussi l'histoire du musée, son fonctionnement.
mais aussi les passions derrière chaque personne. Je vous l'ai dit, les personnes nettoyantes. Moi, j'en ai croisé certaines qui m'ont raconté que voilà, telle pièce de musée, c'était incroyable pour elles d'y travailler parce qu'elles les croisaient tous les jours. Et voilà, donc moi, c'est des anecdotes qui me plaisent assez bien et que j'essaye de transmettre aussi, dont le but, finalement, de pouvoir avoir un storytelling et de pouvoir essayer de pimenter un petit peu cette expérience visiteur donc sur la plateforme Behind the Museum. Alors la troisième manière différente, c'est une photothèque. Et donc cette photothèque, le but cette fois, c'est de valoriser des pièces de collection qu'on pourrait dire de patrimoine, mais parfois pas toujours. Ça peut être des pièces du quotidien aussi, qui sont prises avec un certain cadre, je dirais, photographique, un peu artistique. Donc le but à ce moment-là, c'est vraiment de les valoriser comme une pièce d'œuvre d'art à part entière. Donc vous le voyez à droite, la carte à échantillon du solvant. C'est un objet qui pourrait paraître anodin pour certains publics, mais lorsqu'on la prend sous un angle un peu intéressant et avec différentes couleurs, on peut valoriser ces pièces-là. Et nous, finalement, dans notre com, que ce soit pour le projet Behind, mais aussi lorsqu'on fait des dépliants ou de la promotion donc pour Musée Société en Wallonie, on aime bien utiliser ces photos-là parce qu'on considère qu'elles ont quand même un cachet intéressant. Donc, voilà. Sur la gauche, vous avez donc le musée de folklore et des imaginaires. On avait décidé de valoriser cette fois autant les collections, parce que derrière il y a un corbillard, derrière la personne. Désolé pour l'aspect morbide, voilà, mais et Jackie en plus a arrêté sa fonction, donc il est pensionné. Mais Jackie, c'est une personne qui est assez extraordinaire, donc on avait décidé de le mettre en avant pour tout ce qu'il a fait pour le musée, mais aussi pour tout ce qu'il fait pour les personnes démunies, etc., et pour l'accessibilité de son musée. Donc voilà, chaque fois on essaye d'identifier, on va dire, des choses différentes qui peuvent être valorisées. Alors le projet ici, on peut dire qu'il a deux bénéficiaires en fait. Hein. Donc nous, comme on a une fédération, les premiers bénéficiaires, c'est évident, c'est nos musées membres. Donc c'est un service qu'on rend à nos musées, donc service qu'on rend à nos musées membres qui le demandent. Donc nous, on ne va pas vers eux, mais les musées qui veulent participer au projet doivent nous rendre une mini-candidature. Mini-candidature, il faut simplement en fait que le projet puisse répondre à leurs besoins, donc que ce soit en termes d'accessibilité, de promotion, de manque de numérique. Donc voilà, on essaye d'accepter tout le monde, hein, vraiment toutes les formes juridiques. C'est-à-dire qu'on a des musées publics, on a des musées privés, on a des musées privés qui sont sous forme d'ASBL ou forme de SPRL. Donc nous, on ne fait pas de différence. Toute thématique, on a des musées patrimoniaux, mais on a aussi des musées de beaux-arts, on a des musées de folklore, donc de patrimoine immatériel. On essaye vraiment on va dire, d'avoir un prisme représentatif de la Wallonie en tout cas. On a des musées de toute taille. On a le musée par exemple royal de Marimont qui est une énorme structure et à côté de ça on a le musée de la fraise de Wépion qui est un tout petit musée. Et pour nous on considérait que c'était important d'avoir ces deux différences-là pour autant valoriser les grosses structures que les petites et je vais dire de manière égalitaire puisque la promotion qu'on fait de chaque musée c'est la même. Donc on fait dès qu'il y a un nouveau musée qui rentre dans le projet, donc on le valorise sur nos réseaux sociaux, newsletters, sur nos sites web, lors des foires et salons, donc on met en général accès au public, donc on laisse sur tablette ou sur borne interactive la possibilité d'utiliser le projet Behind. Et donc dans ce choix des musées, on essaye évidemment d'avoir un équilibre, c'est-à-dire que je sais bien qu'il y a des musées qui n'ont pas encore pu intégrer le projet, c'est parce que voilà, on essaye d'avoir autant de musées de la province de Namur que des musées de la province du Hainaut, etc. Évidemment, il y a plus de structures dans le Hainaut, donc si vous regardez la carte, il y a beaucoup plus de musées hainouillais. Et voilà, on essaye au maximum de ne pas créer de frustration puisque c'est un projet qu'on donne libre accès à tous nos musées. Alors le deuxième bénéficiaire évidemment c'est les publics. Donc de quoi ils bénéficient? De contenus de qualité et inédits. Donc comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas les rencontrer lors d'une visite physique.
Donc on met vraiment l'accent là-dessus, on essaye de montrer des choses qui ne sont pas visitables, on essaye de donner accès à des contenus qui ne sont pas trouvables, qu'on ne peut pas obtenir lors d'une visite guidée ou lors d'une visite normale au musée. Alors c'est une plateforme qui est unique et centralisée, donc ça c'est intéressant aussi dans le sens où le public ne doit pas aller sur Internet et chercher sur 10 sites différents, c'est un seul site web et il est gratuit comme je vous l'ai dit. Alors on a aussi voulu, bon maintenant c'est un peu une constante dans tout ce type de projet, c'est un site web qui est web responsive comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser autant sur tablette, sur ordinateur que sur smartphone. Donc l'écran va s'adapter, en tout cas la page va s'adapter à l'écran du dispositif. Donc ça c'était quand même assez important pour avoir une qualité d'utilisation visiteur qui est importante. Alors ici voici quelques chiffres de visiteurs. Donc depuis décembre 2020, sur 23 visites virtuelles, on a eu 41 500 personnes qui sont venues sur les visites virtuelles. Et les visites virtuelles donc sont apparues sur Internet 119 000 fois. Donc quand je veux dire apparition, par exemple sur les réseaux sociaux, sur le web, sur le mailing, vous pouvez voir un peu comme un player YouTube qui apparaît sur une page. Si vous ne cliquez pas, c'est considéré comme une apparition. Si vous cliquez, c'est considéré comme une vue. Mais donc, qu'on clique ou non, il y a quand même le nom de l'institution qui ressort, etc. Donc c'est quand même une certaine forme de promotion du musée. Alors la plateforme Behind, donc, depuis qu'elle a été mise en ligne, donc, on a eu 14 000 utilisateurs et plus ou moins 71% de Belges pour environ 9% de Français. C'est logique puisque tous les contenus sont en français. Voilà, donc nous, on n'a pas décidé de le mettre en néerlandais parce que voilà, le projet il est financé, c'est vrai, par la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, mais on n'a pas de traducteur chez nous. C'est un coût supplémentaire que de prendre des visites virtuelles dans une autre langue. Donc voilà, pour l'instant, on est là-dessus, à réfléchir si plus tard on décide de s'orienter vers autre chose. Alors, ce qui nous intéresse ici, puisqu'on est sur un site de patrimoine industriel et que le colloque s'intéresse à cela, je vous ai listé 6 points donc, qui peuvent répondre à des besoins et qui sont révélateurs donc, du projet et de son rapport pour le patrimoine industriel. Premièrement, donc, c'est évident, le projet et la visite virtuelle permettent de diversifier la promotion d'un site patrimonial, diversifié via, donc, on l'a dit, du numérique, via un outil numérique. Donc on doit bien être conscient, ça ne reste qu'un outil parmi tant d'autres, mais si on l'utilise de manière consciente, effectivement, ça peut amener donc certains types de publics à découvrir l'institution. Alors ça permet évidemment donc pour les sites patrimoniaux donc la visite d'espaces qui sont inaccessibles, qui sont peu ouverts ou pas ouverts, ou des sites qui sont dangereux pour le public, donc ça peut amener donc le visiteur à se balader librement, on va dire numériquement, mais à le découvrir alors que normalement il ne pourrait pas s'y rendre. Alors troisième point très très important pour moi, c'est l'accessibilité pour certains types de publics à besoins spécifiques. On pense au PMR. J'ai toujours comme exemple des sites classés, notamment à la WAP, comme la Maison du patrimoine médiéval Mozan, qui ne peuvent pas être modifiés pour y ajouter un ascenseur ou des rampes d'escalier accessibles donc pour les PMR. Et là, il y a vraiment un problème d'accessibilité pour eux, pour valoriser les étages. Et ils m'ont demandé de faire une visite virtuelle de ces étages pour peut-être même les valoriser, donc la mettre à disposition au sein du musée, au rez-de-chaussée. Pourquoi pas? C'est une piste qui m'intéressait, donc on s'est rendu là-bas et on a fait la visite virtuelle. Alors les 3 autres points intéressants aussi, donc, et ici, donc, on peut effectivement créer un produit pour anticiper donc, une visite, c'est-à-dire créer l'envie de se rendre sur le site de manière physique, parce qu'on trouve que c'est magnifique et qu'on se rend compte que sur Internet, effectivement, il y a des contraintes, il y a des limites. L'image n'est pas non plus à 100% belle, révélatrice, on ne peut pas regarder où on veut, on peut se déplacer librement, mais on se rend compte que voilà, se déplacer avec une souris ou avec le doigt, c'est pas la même chose qu'en vrai.
On ne ressent pas les émotions qu'on vit vraiment lorsqu'on se rend dans un site minier, on n'a pas les odeurs, on n'a pas toutes ces choses-là. Donc ça peut quand même être intéressant d'y mettre des contenus donc, pour inciter le public à venir, mais ça peut être intéressant aussi pour compléter une visite avec des contenus supplémentaires. Et là, tout dépend de comment on décide d'utiliser ce parcours virtuel. Si on décide à la fin de la visite physique de mettre une borne ou un QR code et simplement dire voilà, vous pouvez avoir encore des informations qui compléteront ce que vous avez vu, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Alors ben oui, c'est aussi l'occasion de mettre des contenus inédits. Il est possible de mettre donc des photos, des textes, des sons et des vidéos dans ces petites bulles que vous avez vues auparavant. On peut y mettre des archives, donc c'est intéressant de valoriser certaines parties de son musée. Oui, voilà, des archives qui sont toujours en réserve. Ça peut être intéressant de les mettre à ce moment-là. Et enfin, point important pour nous aussi, la visite virtuelle permet de créer une archive numérique. Donc une archive numérique sous forme soit de plan, et ça, elle n'est pas trop intéressante, mais aussi sous forme de plan 3D, donc de rendu 3D, dans un format AutoCAD ou autre. Donc il y a certains formats qui sont disponibles et ce sont des formats pérennes. Donc là on touche à AutoCAD par exemple, c'est des formats qui sont utilisés pour les architectes. Donc c'est un format qui est utilisé depuis des années et dans 30 ans il existera toujours sous une autre forme, mais donc les logiciels pourront toujours l'ouvrir. Et donc là on peut sauvegarder numériquement les lieux, les métiers, les savoir-faire, etc. Donc ça a du sens aussi. Alors ici, vous voyez par exemple le laboratoire haute tension du Mumons, qui n'est pas encore intégré dans le projet, mais j'ai déjà réalisé donc, la visite virtuelle. Ce laboratoire-là, donc, c'est des dispositifs qui datent du XXe siècle jusqu'aux années 60, je pense. Donc ça fait un peu film Frankenstein, comme ça, c'est assez impressionnant, mais ce n'est pas visitable. C'est disponible pour des étudiants pour faire des expériences avec l'université Mumons, mais vous et moi, on ne saura pas y aller. Donc voilà, pourquoi pas aussi la rendre disponible sur Internet. Alors, je terminerai par ceci. Donc, dans les faits, Behind the Museum et les visites virtuelles, donc on a deux objectifs. On s'est fixé deux objectifs. Donc, le premier, c'est à court et moyen terme. Donc, je vais dire que c'est entre 2020 et 2022. Le but, c'était de sensibiliser nos musées. Sensibiliser à quoi ? À la co-construction d'un projet numérique, donc entre MSW et ce musée qui veut participer avec nous, d'initier donc à l'utilisation de la visite virtuelle, à comprendre ses forces. Donc, il y en a, ses faiblesses, on en a parlé, une visite virtuelle c'est très très individualiste. Je l'ai dit, on n'a pas les sensations qu'on a lors d'une visite classique, mais voilà. Et enfin, ce qui est très important, et surtout pour nos plus petites structures, c'est qu'il n'y a pas de risque financier à participer à Behind the Museum, puisqu'on permet donc d'intégrer le projet lorsqu'on est membre chez nous, donc une petite cotisation, et normalement, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc, quand je parle de frais supplémentaires, c'est des frais financiers, mais un projet pareil, si vous vous lancez tout seul, c'est aussi donc du temps de personnel qui doit être mis en place. Ce n'est pas toujours évident pour les plus petits musées. C'est parfois un peu déroutant parce qu'on touche à des nouvelles technologies. Donc voilà, nous, c'est du travail main dans la main, je vais dire, de sensibilisation. Alors à long terme, donc à partir de 2023 jusqu'à on ne sait pas encore quand, donc le but désormais, ça va être d'autonomiser nos membres. Et quand je dis autonomiser, c'est parce que nous, notre but en tant que fédération, c'est de professionnaliser le secteur. Et après avoir sensibilisé à une technologie, on aime bien aussi qu'ils puissent l'utiliser de manière autonome. Et du coup, je donne une formation, j'en ai donné une le 29 septembre à la Maison du patrimoine médiéval Mozan. Et donc on se rend sur place, j'ai une partie théorique où je présente un petit peu toutes les spécificités du matériel. Et puis après, on a une partie technique où on se rend dans le musée, on fait une visite virtuelle d'une exposition qui va se terminer, pourquoi pas. Et je présente un petit peu toutes les techniques, toutes les anecdotes, tous les conseils que je pourrais avoir à donner pour que donc, le musée puisse être autonome. Alors cette formation, elle donne accès après donc, au service prêt de matériel chez MSW. Donc nous, on a un service prêt, on prête des tablettes, on prête des bornes interactives, mais désormais, on prête aussi la caméra, le trépied et tablette, avec une convention bien sûr, parce que c'est quand même un matériel qui est assez onéreux.
Mais donc le musée peut après, s'il le demande et si le matériel est disponible, digitaliser ce qu'il souhaite de manière autonome. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, donc, par la suite, le musée aura accès donc, à la plateforme que je vous ai présentée. Et si ces objectifs correspondent donc, aux objectifs du projet, ils pourront rajouter donc, leur musée sur la plateforme web. Voilà. Merci à vous. Merci. N'hésitez pas à prendre contact avec moi via l'adresse mail qui est ici en dessous ou par téléphone si vous avez des questions.